Bonjour à tous. Et voilà, nous sommes de nouveau confinés. Alors, pour s'évader un peu, il m'est venu une idée. Poster régulièrement des petites capsules vidéo dans lesquelles je vous raconterai une histoire. Comme Père Castor, mais sans les lunettes. Cela pourra être un extrait de livre, une anecdote passionnante dans le monde de la musique ou toute autre chose. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait une histoire à raconter et surtout une morale à en tirer. Aujourd'hui, je vous emmène autour du monde en compagnie d'un gentleman anglais aussi flegmatique qu'excentrique, né sous la plume d'un auteur visionnaire pour son époque. Vous l'aurez sans doute deviné, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Tour du monde en 80 jours, roman écrit par Jules Verne en 1872. Jules Verne, justement, parlons-en. Cet écrivain français, que l'on n'a même plus besoin de présenter, est né à Nantes en 1828 et il est décédé à Amiens en 1905. Il est l'un des pionniers des romans d'anticipation et on lui doit des chefs-d'œuvre intemporels. Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, L'île mystérieuse, Michel Strogoff, 5 semaines en ballon, De la Terre à la Lune. Ceux qui ont déjà eu la chance de les lire en conservent sans doute de très beaux souvenirs. Mais revenons au roman qui nous intéresse aujourd'hui, Le Tour du monde en 80 jours. On y suit les aventures de Phileas Fogg, un Britannique au tempérament atypique et aux habitudes mécaniques qui se lance le pari fou de faire, on s'en doute bien, le tour du monde en 80 jours, et ce, en comptant les imprévus qu'un tel voyage peut engendrer. Dans son épopée, Phileas ne sera évidemment pas seul. Il pourra compter sur le soutien de son domestique, Jean Passepartout, ou encore sur celui de Mrs. Aouda, une princesse indienne croisée en cours de route. Il lui faudra aussi se méfier de l'inspecteur Fix, qui le poursuivra durant tout le trajet, croyant voir en Fogg un voleur ayant dévalisé la Banque d'Angleterre. Le décor est planté, les personnages sont posés. Alors, installez-vous confortablement, nous avons tout notre temps. Je vais vous lire le chapitre 3 de ce livre merveilleux. C'est dans ce passage que Phileas Fogg décide de se lancer dans son incroyable défi. Chapitre 3, où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30 et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall qui n'avait pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une Reading sauce de premier choix, d'un roast beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20,
Le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de Monsieur Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en sera pour son argent. »« J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. »« Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stuart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, » répondit sérieusement Gauthier Ralph. « Comment ce n'est pas un voleur? Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banquenotes ?» ?»« Non, » répondit Gauthier Ralph. « C'est donc un industriel, » dit John Sullivan. « Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. » Celui qui fit cette réponse n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni disputaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence, et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici, ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement et pour ainsi dire à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un couloir, d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge posée au-dessus du drying office sonna 5 heures, la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête, immédiatement commencée, ces inspecteurs
avait pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué qui allait et venait dans la salle des passements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stuart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen, qui s'étaient assis à une table de whist, Stuart devant Flanagan, Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robbers, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, reprit Ralph, il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ? Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart. Mais après tout, la terre est assez vaste. Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à votre coupé, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre. Mais bientôt, Andrew Stuart la reprenait, disant « Comment, autrefois, est-ce que la terre a diminué par hasard ?»« Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de monsieur Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stuart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu, et la partie achevée. Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois. En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway, et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez par le Mont Cenis et Brindisi, Railways et paquebots, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui, par inattention, coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist.
Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart. S'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 à tout mettre. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique… » « Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. »« Je voudrais bien vous y voir. »« Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve, s'écria Stuart, mais je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. »« Très possible, au contraire, répondit monsieur Fogg. »« Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours ? » ?»« Oui. » « Je le veux bien. »« Quand ? » ?»« Tout de suite. »« C'est de la folie !» s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. « Tenez, jouons plutôt. »« Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. » Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup les posant sur la table. « Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il, oui, je parie 4000 livres. »« Mon cher Stuart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »« Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. »« Soit, dit monsieur Fogg, puis se tournant vers ses collègues. « J'ai 20 000 livres déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. »« 20 000 livres !» s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre. L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement de railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai, mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Acceptez-vous ? Nous acceptons, répondirent messieurs Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph après s'être entendus. Bien, dit monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même ? Demanda Stuart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrit à M. Fogg de suspendre le whist, afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. « Je retourne carreau, dit-il. À vous de jouer, monsieur Stuart. » On aurait envie de connaître la suite, n'est-ce pas ? Si j'ai choisi ce livre en particulier, c'est parce qu'il est, à mon sens, un doux remède au contexte dans lequel nous vivons actuellement.
Nous nous protégeons en restant enfermés, mais comment ne pas devenir fou si l'on ne trouve pas les moyens de s'en échapper? Le tour du monde en 80 jours, c'est un voyage épique. C'est un aller-retour rempli de péripéties. C'est une rencontre avec les diverses cultures du monde. C'est un pari fou que tout le monde croit impossible. C'est une galerie de personnages attachants et originaux. Il n'y a pas mieux pour se changer les idées, vous ne trouvez pas? Et qui sait, peut-être en relisant Le Tour du monde en 80 jours, vous aurez envie de faire comme Phileas Fogg et de vous lancer dans un projet improbable une fois le confinement terminé. Sur ce, je vous laisse y réfléchir. Soyez curieux, restez à l'écoute et on se retrouve bientôt.